Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand JT des territoires sur vos chaînes locales et régionales et sur TV5 Monde. Voici les titres de l'actualité. Couvre-feu retardé, intérieur ouvert, comment s'est déroulée la troisième étape du déconfinement. Dans les Yvelines, les caméras de TV78 se sont rendues mercredi soir dans les cuisines du chef Simone Zanoni. La clientèle, vous le verrez, était au rendez-vous. En Martinique, la chaîne Via ATV va nous raconter le business des élections dans ce journal. À 10 jours du premier tour, la communication des candidats s'accélère, les coûts de campagne aussi dans cette élection territoriale. Annulé l'an passé à cause du Covid, le salon Vivatech, le plus important d'Europe pour les startups et innovations du futur, débute mercredi prochain. Vous découvrirez avec La Provence, nos confrères, 2 entreprises de la région sud participantes et impatientes évidemment de rencontrer les potentiels clients et les champions de la tech après plusieurs mois sans salon. Enfin, dans ce journal, de bien belles images à découvrir de nos confrères de Corse Matin sur place. Celle de la réintroduction dans le paysage de l'île de Beauté d'oiseaux rares et menacés. Ils ont repris du service le soir et ce, avec plaisir et envie. Les restaurateurs peuvent enfin accueillir des clients jusqu'à 23h en terrasse ou en salle. À Versailles, vous allez le voir, dans les Yvelines, il y avait foule pour cette nouvelle étape du déconfinement et notamment dans les restaurants du côté de la ville royale. Reportage dans la pizzeria César du chef Simone Zanoni d'Astrid Bergère, la rédaction de TV78, la chaîne des Yvelines sur place. Des clients souriants et nombreux à la pizzeria César by Simone Zanoni. La terrasse n'a pas désempli dans la soirée du mercredi 9 juin. Cette journée marquait une nouvelle étape dans le déconfinement. Il est désormais possible de manger en intérieur et surtout, le couvre-feu a été repoussé à 23h. Ça change tout parce que c'est pas que ça nous permet de faire de service, c'est pas l'essentiel. C'est surtout que les clients puissent avoir le temps de manger tranquillement, qu'ils ne soient pas pressés de partir. Les gens qui arrivent à 20h, on leur disait non. Parfois à 20h45, on leur disait écoutez les desserts, on vous les met à emporter, on ne peut pas vous servir. C'était vraiment assez désagréable. C'était anti-commercial en fait. Le restaurant est idéalement situé à proximité du château de Versailles. Si les touristes internationaux ne sont pas encore revenus, les Français de tout l'Hexagone, eux, sont bien présents. On a décidé d'aller à Versailles pour visiter le château de Versailles, donc qu'on va visiter demain. Mais on est venu un jour auparavant pour profiter de l'ouverture des restaurants, pour justement, parce que c'est ce qu'on attend depuis longtemps, pour profiter un peu des terrasses. Et puis le temps nous le permet, alors ça c'est impeccable, parce qu'à Strasbourg il pleut actuellement. Et ces clients n'étaient pas retournés au restaurant depuis des mois. Ce couvre-feu à 23h les a motivés. Ça aide déjà au niveau des restaurants, parce qu'on peut mieux choisir les restaurants, les terrasses. Et puis bon, effectivement, d'avoir le temps, c'est quand même très appréciable. Même si les clients pouvaient aller en intérieur, peu ont fait ce choix en raison du temps. Prochaine étape du déconfinement le 30 juin, les restaurants pourront ouvrir à 100% leur jauge en intérieur et le couvre-feu sera supprimé. Et partout en France, les commerçants sont ravis évidemment de retrouver davantage de liberté. Dans la Loire, vous allez le voir, de nombreux restaurateurs qui n'étaient pas encore ouverts faute d'espace en extérieur ont profité du temps des déconfinements pour réaliser des travaux et réaménager leurs salles. Et ce grâce notamment aux aides de l'État. Un reportage dans 2 restaurants de la Loire d'Adrien Blétry et de Lisa Hervé pour la chaîne locale TL7, la télévision de la Loire. Que ça soit un peu cosy, à la fois zen, c'est clair aujourd'hui, je pense que c'est plus agréable. On a gagné en surface aussi. Sandrine a décidé de faire peau neuve pour sa réouverture. Son restaurant qui se tient dans le quartier de Bellevue n'a plus la même devanture ni le même intérieur. Les aquariums ont disparu, le mobilier a été lasuré. Ça fait pratiquement 2 mois que je suis dans les travaux. Je reconnais que j'ai pas compté mes heures et voilà, je suis fatigué mais c'est une bonne fatigue. Les restaurateurs avaient le choix entre une aide maximum de 10 000 € ou une indemnisation tous les mois de 15 à 20% du chiffre d'affaires habituel. Ce soutien du gouvernement a pu aider certains gérants, mais du côté de Sandrine, ça n'a pas été le cas. Je dirais que c'est pas ce qui m'a payé mes travaux. Je sortais de l'hiver, j'avais de la trésorerie. Donc ça, je dirais que quand on a rattaqué après au mois de juin l'année dernière, j'avais bouffé ma trésorerie. Alors après, oui, on a été aidés, mais je dirais que ça arrivait presque un peu tard. Bon, ça m'a permis, moi, à nouveau de réouvrir. Un peu plus loin, Saint-Genélaire, même constat. Stéphane a attendu le 9 juin pour ouvrir. Donc nous avons fait un petit coin un petit peu plus bar à tapas avec des tonneaux qui n'y étaient pas avant. Sa terrasse devient toute neuve et aussi plus grande. La région est aussi venue à la rescousse des restaurateurs. Des aides pour la vente à emporter, pour la numérisation et pour les investissements étaient possibles, mais beaucoup n'en ont pas profité.
Il n'y avait pas spécialement d'infos là-dessus. Après, on n'a pas demandé spécialement des aides dessus. L'été, les restaurateurs seront encore accompagnés par l'État, mais les aides diminueront progressivement jusqu'en septembre. Les restaurants deviendront autonomes à la rentrée prochaine. Ils sont déjà nombreux sur les routes de nos régions. Le mois de juin marque le début de la saison des camping-cars. Conséquence inattendue de l'épidémie du coronavirus, leurs utilisateurs sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes aussi. La Nouvelle-Aquitaine reste une des destinations privilégiées des adeptes de ce mode de vacances et de déplacement. Elle est même la deuxième région la plus visitée de France. Explication de ce boom des ventes avec Baptiste Mouget pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Ils seront peut-être les stars de l'été. Après la pandémie, beaucoup se lancent dans leurs premières vacances en camping-car. Yves et Nadine, eux, sillonnent les routes de France depuis près de 15 ans. Là, on est déjà sorti un peu dans les Landes et on a vu qu'il y a de plus en plus de monde. Les aires, nous, puisqu'on est sur des aires en tant qu'ambassadeur. Et j'ai remarqué, moi, qu'il y en a de plus en plus jeunes qui prennent des camping-cars. Avant, on disait les camping-cars, c'était les retraités, les ci, les là. Maintenant, mais il y en a de très jeunes qui ont des camping-cars. Et beaucoup de familles aussi. Une tendance qui se confirme dans les chiffres. Cette concession de Sainte-Eulalie a vendu 10% de véhicules en plus cette année. On a notre poignet et sur système de vérin, avec un éclairage extérieur à LED. Notre cœur de marché, il est vraiment situé sur le fourgon et sur le camping-car en profilé. Voilà, toutes marques confondues, je vais dire. Mais des marques plus accessibles au marché, où on va démarrer dans les 50 55 000 €. Voilà. Des prix qui ne dissuadent pas les nouveaux camping-caristes. Sensation de liberté retrouvée, voyage à l'intérieur du territoire français. Ces atouts en temps de pandémie bousculent le marché du camping-car. Les kits d'adaptation pour le store. Là. On vend beaucoup plus de véhicules neufs aujourd'hui. Par contre, on a de moins en moins d'occasions à proposer, dans la mesure où on a toute cette salve de nouveaux clients qui n'ont pas déjà d'équipement de camping-car, donc on ne fait pas de reprise. Landes, Pays Basque, Charente, la région à la cote auprès des conducteurs de camping-car. 19% d'entre eux cet été prendront les routes de Nouvelle-Aquitaine. Dans le reste de l'actualité, la campagne électorale pour les élections des 20 et 27 juin a officiellement commencé, vous le savez. Une campagne rendue difficile pour les candidats à cause de l'épidémie, avec un contexte particulier qui bénéficie néanmoins à des entreprises. Meetings, voitures sonorisées, affiches, tracts, tout un écosystème se met en place, notamment en Martinique. Vous allez le voir pour convaincre les électeurs. Un reportage sur place dans les coulisses de l'économie des élections de Johan Charpentier-Titi pour Via ATV. Dans cette imprimerie du Lamentin, les machines tournent à plein régime. Affiches, tracts, programmes, l'équipe ne s'arrête jamais. Par candidat, ça représente les bulletins de vote. On imprime 680 000 bulletins de vote. Et les circulaires, ça représente 350 000 circulaires. Les élections de la CTM sont, à mon avis, les élections les plus importantes en termes de volume papier. Ça représente à peu près 4,5 tonnes par candidat. Et il y a 14 listes. Donc ça donne vraiment du travail à toutes les imprimeries de l'île. Autre outil indispensable, la sonorisation des véhicules et des salles de meeting. Être vu et entendu, un enjeu majeur des élections. Ce professionnel a équipé une 50aine de voitures et concernant les meetings, un soin particulier a été porté au numérique. Lors des meetings, par rapport aux problèmes sanitaires, ils ne peuvent pas recevoir autant de monde. Donc il s'agit de faire en sorte que sur ceux qui sont à distance, sur les réseaux sociaux, que les meetings puissent être, les gens puissent être suivis. Enfin, il y a les loueurs de voitures, citadines, berlines, minivan. Tout dépend des besoins des différentes listes. Mais contrairement aux deux autres secteurs, les élections territoriales ne représentent pas pour eux la période la plus lucrative de l'année. Pour nous, clairement, c'est une activité, j'ai envie de dire, dans la vie de la cité, quoi. C'est une activité normale. On le sait, traditionnellement, lors des élections, des véhicules sont loués à des fins de campagne, sont équipés de sonos et parcourent, entre guillemets, la Martinique pour faire la promotion, quoi. Si la campagne profite à tout un écosystème, rappelons que les tarifs pratiqués doivent être transparents et égaux pour tous les candidats. Les comptes de campagne seront passés au peigne fin après les élections. Améliorer les prévisions météo et éviter ainsi les catastrophes dues aux intempéries, l'enjeu est de taille pour de nombreux professionnels et pour l'avenir bien sûr. Et pour y parvenir, Météo France est en train de tester un nouveau supercalculateur à Toulouse.
L'outil impressionnant par sa taille, comme vous pouvez le voir sur ces images de nos confrères de La Dépêche, contient la puissance de 50 000 ordinateurs classiques. Il permettra bien sûr d'affiner les prévisions météo sur tout le territoire. Écoutez à ce propos Alain Beuraud, il est responsable de ce projet au micro de Clément Gassi. L'idée, c'est d'améliorer la chronologie et l'anticipation, surtout des événements sévères, des pluies intenses, des phénomènes de neige, verglas. Et maintenant que cette machine est en opérationnel et qu'elle est à la disposition des chercheurs, les équipes sont en plein travail pour préparer les nouvelles générations de modèles de prévision qui vont être mises en opérationnel début 2022. Ce sont 7000 tonnes de ballast, 5000 traverses et 7000 mètres de rails. Voilà ce qu'est le bilan des matériaux nécessaires à la réfection de la voie du mythique et historique Mont-Blanc Express entre Saint-Gervais et Chamonix. Jusqu'à 80 personnes ont travaillé sur ce chantier pour le moins impressionnant. Entamé en 2019, les travaux viennent tout juste de se terminer. Une bonne nouvelle pour les habitants et le tissu économique local. Le point sur ces finitions avec Victoria Lopez de 8 Mont-Blanc sur place. Elle relie Saint-Gervais à Valorcine puis Martigny en Suisse. Cette ligne ferroviaire frontalière de montagne est particulière. L'écartement des rails est d'1 mètre contre un peu moins d'1,50 m sur le reste du réseau français. Depuis le 10 mai, la circulation des trains entre Saint-Gervais et Chamonix est interrompue. Rien d'anormal en cette période de maintenance annuelle à laquelle s'ajoute cette année la dernière étape d'importants travaux de régénération de la voie entamés en 2019. On a renouvelé en 2019 environ 3 km de voies ferrées à proximité de Saint-Gervais. Et en 2020, on a renouvelé environ 4 km de voies ferrées. On était sur des zones qui avaient encore des composants qui avaient près d'1 siècle, qui dataient de la création de la ligne. Donc il était important de renouveler ces zones de voies pour maintenir les performances de la ligne pour les 40 prochaines années environ. Les 3 composantes de la voie, le ballast pour son maintien, les traverses et les rails, ont ainsi été renouvelées. Tout comme le 3e rail d'alimentation électrique, un système spécifique à cette voie, l'électricité étant sur la plupart du réseau français apportée par des caténaires. Associé à ces travaux voies, il y a eu d'autres travaux qui ont été réalisés avec des sécurisations de parois rocheuses, la mise en place de grillages plaqués ancrés pour sécuriser des parois rocheuses. Depuis 2019, 7 km de voies sur les 36 de la ligne côté français ont été refaits entre le Fayet et les Ouches. Au total, 24 km ont été rénovés depuis 2008 et le début du grand plan de modernisation du Mont-Blanc Express. La circulation des trains reprendra normalement dès le 5 juin. D'ici là, des bus de substitution sont toujours proposés. L'économie dans nos régions à présent avec le retour après une pause forcée du premier salon européen dédié aux innovations et aux startups, Vivatech. Dès mercredi prochain et pour 4 jours, l'ensemble des acteurs et décideurs de la tech ont rendez-vous à Paris, au Parc des Expositions. Et l'événement sera également à suivre sur Internet du fait des règles sanitaires, bien sûr. Parmi les chefs d'entreprise présents, on notera notamment la venue de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, ou encore de Tim Cook, le directeur général d'Apple. Mais au-delà de ces géants, le salon Vivatech est aussi l'occasion pour les jeunes entreprises françaises de se faire connaître et de conquérir de nouveaux marchés. Sur ce sujet, on écoute le directeur général de X-Rapid, fabricant de masques intelligents qui est basé à Aix-en-Provence. Propos récoltés par nos confrères de la Provence sur place. J'ai demandé à mes ingénieurs en début de Covid de me fabriquer un masque que je puisse porter tout le temps, qui me permette de respirer comme si je n'avais pas de masque. C'est-à-dire pas de buée, pas de chaleur à l'intérieur, pas de difficulté à faire passer l'air à l'intérieur ou à l'extérieur. Et pour ça, le masque analyse en permanence ce que vous faites et vous aide à inspirer et à expirer le moment venu. Si vous êtes en train d'inspirer, il y a des moteurs d'inspiration qui vont forcer l'air à l'intérieur. Si vous êtes en train d'expirer, ça va sortir l'air de l'intérieur. On espère sortir d'ici à la fin de l'été les premières versions, sans doute pour la médecine. Autre entreprise installée dans la région PACA et qui participera au salon à partir de mercredi, Wise Intégration. Cette start-up révolutionne notamment l'usage de la prise électrique. Thierry Boucher est son directeur général. Écoutons-le. Alors ça, c'est le Flat Cube, on l'a appelé. C'est donc un chargeur très compact qui tient dans la poche et qui charge l'ensemble de vos équipements électroniques. Donc avec un seul petit chargeur, on peut charger l'ordinateur,
le smartphone rapidement et même le vélo électrique. Vivatech 2021, pour nous, c'est un salon très important parce que c'est d'abord un salon consumer, donc qui s'adresse au grand public avec des applications grand public. Et donc pour nous, c'est la promotion de notre produit, c'est la possibilité de rencontrer donc, à la fois des investisseurs et surtout des potentiels clients, des prospects, et puis aussi, pourquoi pas, des futurs collaborateurs. Et comme toutes les semaines, l'économie, c'est aussi avec vous. Bonjour Michel Picot, vous nous parlez aujourd'hui du Made in France et plus précisément de la certification Origine France Garantie. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un homme de conviction et d'une marque de costume Made in Limoges. L'homme de conviction s'appelle Gilles Attaf, il est le nouveau président de la certification Origine France Garantie. Attention, ce n'est pas une nouvelle étiquette ou un label, mais bien d'une certification. Et ici, l'Origine France est réellement garantie. Mais Gilles Attaf est aussi un créateur de mode. On lui doit la marque de costume Smugler, en sommeil actuellement en France, puisque sa confection est partie au Portugal. Alors Gilles Attaf a décidé de relancer de nouveaux costumes et une nouvelle marque, magnifiant le chic à la française, qui s'appelle Belleville Manufacture, et tous ces costumes sont confectionnés à Limoges. Produit en France, c'est dans l'ADN de Gilles Attaf, pour qui le acheté français a fait un grand bond ces derniers mois. Les consommateurs ont bien ancré dans leur esprit l'importance du acheté Made in France. Et demain, avec les nouvelles technologies, des industries plus petites et souvent pilotées technologiquement grâce à la 5G permettront de développer des usines de production dans tous nos territoires. La technologie et la robotisation sont autant de chances pour produire à prix raisonnable et créer des emplois qualifiés et formés dans nos territoires. Nous sommes à un tournant du Made in France, me confiait Gilles Attaf, d'où son initiative Les Forces françaises de l'industrie, dont l'objectif est de fédérer des PME industrielles en partant du constat que nous sommes bons dans ce pays pour faire émerger de belles start-up, la mode, le luxe, la gastronomie, l'agroalimentaire, le design, le tourisme et beaucoup d'autres. Autant de secteurs sur lesquels les Français et la production française peuvent être perçus comme un avantage concurrentiel à l'international. Voilà, merci Michel Picot. On vous retrouve dans une prochaine édition du Grand JT des Territoires pour nous parler de l'économie de nos régions. Mais nous restons à Limoges pour évoquer à présent le rôle social de l'art. En avant-première du festival Ça mijote, c'est son nom, des artistes ont accompagné des adultes en situation de handicap dans leur réalisation d'une fresque géante. Celle-ci sera ensuite exposée dans les rues de la ville à partir du 3 juillet. Alain Druot pour la rédaction de 7 à Limoges sur place. Regardez. Quand la culture est accessible à tous dans la rue, elle peut être également produite par tous. Ça mijote est porté par la ville de Limoges, l'association Limousinard, la fondation Delta Plus et ses résidents et un collectif d'artistes un tout petit peu en avance sur le festival de street art de Limoges qui démarre le 3 juillet. Alors moi, mon positionnement en tant que personne qui fait du street art régulièrement, c'est que quand même c'est une des seules manières de pouvoir rendre l'art accessible à tous sans aucune contrainte, qu'elle soit financière ou autre. Donc c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et aussi, ça, quand on travaille dans la rue en tant qu'artiste, ça génère énormément d'interactions qui sont très fortes, très intéressantes. Pour ces adultes en situation de handicap psychique, les bénéfices sont importants. C'est tout d'abord le plaisir de créer. C'est important d'avoir aussi cette ouverture vers l'extérieur. Donc c'est tout le sens en fait de l'activité. Ça permet aux résidents aussi d'avoir une réelle utilité sociale, une ouverture sur la cité, donc ça c'est vraiment très important. Est-ce qu'il faut être gourmand pour peindre un gâteau? Non. Il n'y a pas besoin. Sur cet animal, là, il y a une partie qui était compliquée à peindre. Le tour. La fresque de 12 mètres de long sera visible dès l'ouverture du festival de street art estival de Limoges. En Corse maintenant, défi sportif qui rime avec solidarité et écologie. Deux amis viennent de parcourir 700 km sur des vélos écolos et électriques, comme vous pouvez le voir sur ces images de Via Télépaésée. Une aventure à travers l'île de Beauté, puisque celle-ci visait à sensibiliser les habitants à la maladie de la jeune Lou, 6 ans. La petite fille est atteinte du syndrome rare de Rett, qui se traduit par un polyhandicap. Grâce aux fonds récoltés en ligne, notamment, les deux aventuriers aident la famille de Lou à financer soins et matériel.
On a décidé de les aider, donc à la fois dans leur quotidien pour essayer de les faire sortir de cette difficulté qu'ils doivent gérer au quotidien, mais également d'un point de vue financier, puisqu'il y avait beaucoup de choses qui ne sont pas remboursées ni par la sécurité sociale ni par les mutuelles privées, comme le siège qu'on lui a offert, un siège à 1 300 € pour qu'elle n'ait pas de scoliose. On est maintenant sur une deuxième étape, on essaie d'atteindre les 3 000 € pour lui offrir de l'équithérapie. Et on a assez récemment dépassé ce plafond, donc maintenant on passe à un troisième stade pour faire des soins une semaine en famille en Pologne, puisque les soins sont un petit peu moins chers là-bas. Une autre belle action en Corse, la réintroduction sur l'île de Beauté de 2 poussins gypaètes barbus. Je vous en parlais dans les titres, l'espèce est menacée pour de multiples raisons et c'est donc pour favoriser son développement que ces 2 vautours ont été relâchés dans le parc naturel régional local. Leurs comportements seront surveillés à la loupe pendant des mois par des spécialistes. Écoutez à ce sujet l'un des membres du parc, interrogé par la rédaction de Corse Matin sur place. Il n'y a pas de facteur prédominant, mais il est vrai que depuis les années 50, il y a une baisse du pastoralisme en Corse, surtout de l'estive. Donc le gypaète étant exclusivement charognard, se nourrit des carcasses qu'il trouve en montagne. La ressource sauvage, typiquement de mouflons, est aujourd'hui en nombre, depuis assez longtemps en nombre insuffisant. Donc c'est une espèce qui est très très liée aux ressources domestiques. En Bretagne, cette fois-ci, les enjeux pour la biodiversité sont évidemment différents. Dans les eaux de la pointe de la Varde, où nous allons nous rendre maintenant à Saint-Malo, se trouve un herbier marin très précieux pour les espèces vivantes. 2 mouillages écologiques viennent d'y être installés pour préserver cette prairie des mers. Ils doivent aussi faciliter la cohabitation avec la pêche à pied et de plaisance. Détails et explications de Claudia Caratori pour TVR à Rennes. Regardez. Imaginez une prairie immergée de zoostères marines, des plantes qui servent de nurserie aux poissons, mollusques et crustacés. Vous êtes au cœur d'un herbier marin, celui de la pointe de la Varde à Saint-Malo est particulièrement surveillé car il cohabite avec la pêche à pied et la plaisance. 2 mouillages innovants viennent d'y être installés. Il y a un constat qui est fait à l'échelle de la Bretagne mais aussi à l'échelle de la Méditerranée sur d'autres herbiers marins, comme quoi l'ancrage a un impact négatif sur ces herbiers-là. Et les mouillages également. On se retrouve, on a des images aériennes qui permettent d'attester ça, de voir ce qu'on appelle un herbier qui se fragmente, qui se mite, parce qu'au droit des mouillages, on va avoir des zones de clairière qui vont apparaître, qui sont liées au fait que la chaîne va raguer, c'est-à-dire racler le fond et détruire l'herbier. L'association des pêcheurs plaisanciers de Roténeuf, utilisatrice des lieux, a aidé il y a quelques jours à l'installation de ces 2 mouillages écologiques financés par Saint-Malo. Ceux-ci comportent une ligne textile pour glisser et non frotter sur la flore marine et leur chaîne ne touche pas le fond. C'est une très bonne nouvelle puisque de toute façon nous continuons à améliorer les mouillages. Les mouillages qui nous ont amenés sont un tout petit peu plus sophistiqués que les nôtres, puisque la seule différence c'est que le bout de nylon qu'on nous a amené sur ce nouveau mouillage est entouré d'une gaine plastique. Plusieurs partenaires prennent part à ce projet coordonné par l'association Planète Mer. On est sur un site pilote, on teste, on expérimente, on va bilanter au bout de 3 ans. Si le bilan est positif, on sait que ça pourra servir sur d'autres sites qui ont les mêmes problématiques. Le programme de recherche de l'herbier marin de la Varde va durer 3 ans. Les conclusions de cette expérimentation seront remontées à l'Office français de la biodiversité. Voilà, après la Bretagne, on se rend à Monaco pour découvrir un véhicule tout à fait étonnant qui s'appelle Antarctica. Celui-ci n'est pas destiné à la route, mais à l'exploration des pôles. Ce véhicule, produit par le constructeur monégasque Venturi, servira dans quelques mois à la communauté scientifique. Son originalité, il est 100% électrique et donc moins polluant pour l'environnement observé. Le projet Nouvelle Génération a été dévoilé il y a quelques jours au Prince Albert de Monaco. Et Sandrine Nègre et Orazio Gaggino, journalistes pour Monaco Info, étaient sur place. Regardez. Après son retour de l'Antarctique en 2009, le souverain fait part d'un constat au président de Venturi. Les stations de recherche scientifique ne disposent pas de véhicules non polluants. La Fondation Prince Albert II charge alors le constructeur monégasque de trouver une solution. Solution trouvée, elle porte le nom d'Antarctica. 3 versions du véhicule sont conçues. La dernière née a été dévoilée dans les locaux de Venturi. C'est vrai que ça a été un très long processus parce qu'il a fallu
bien sûr tester des choses que tout le monde pensait très difficiles, ou voire même impossibles. Et du premier prototype que j'ai pu essayer et qu'on a pu essayer non seulement ici dans la région, mais au Canada. On a rendu compte à notre patron de ce qui était possible de faire aujourd'hui. Faire en Antarctique évoluer ce véhicule, c'est bien. Le faire peut-être un jour arriver à toucher le pôle sud, ça sera très très bien. La nouvelle version du modèle Antarctica, premier véhicule d'exploration polaire zéro émission, sera rattachée dans quelques mois, en décembre 2021, à la base scientifique Princesse Elisabeth en Antarctique. Antarctica est doté de solutions technologiques qui concernent l'isolation thermique, la batterie et la structure du châssis. On est reparti d'une feuille blanche, mais en se basant sur nos connaissances. Donc c'est une maturité du produit du véhicule Antarctica. On a rajouté des panneaux solaires pour pouvoir utiliser l'énergie solaire pour utiliser un système de réchauffage de l'habitacle, mais également au besoin recharger un petit peu les batteries. À noter pour finir que le choix de la date de présentation du nouvel Antarctica n'est pas le fruit du hasard. Le véhicule éco-responsable a été dévoilé en ce début du mois de juin, quelques jours à peine avant la Journée mondiale de l'environnement. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. On se retrouve très bientôt sur vos chaînes locales et régionales ou sur TV5 Monde. Bonne journée, à très bientôt, au revoir.